Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. C'est un échange aigre-doux entre François Hollande et David Cameron au sommet du G20 au Mexique, tandis que le Premier ministre britannique s'est dit prêt à accueillir les entreprises qui fuiraient l'impôt en France en leur déroulant même le tapis rouge. Le président français n'a pas apprécié, mais pas du tout apprécié l'humour anglais. Il rétorque que chacun doit être responsable de ce qu'il dit et appelle à la cohésion des Européens. Mais au-delà de cette boutade britannique, à quoi doivent s'attendre les entreprises françaises? Comment plus taxer sans décourager? C'est sans doute le dilemme du gouvernement. On en parle tout à l'heure avec notre invité politique connu pour ses analyses tranchées dans ce domaine, Jean Arthuis, et notre chroniqueur, Jean-Louis Gombault. Et puis, que de candidats à droite comme à gauche. Côté socialiste, ils sont 3 à viser ouvertement le perchoir. Claude Barthelone, Jean Glavany et Elisabeth Guigou affichent leurs ambitions pour la présidence de l'Assemblée. Son nom a également été cité, mais la ministre Maryllise Lebranchu a fait savoir qu'elle n'était pas intéressée à droite à présent. C'est la présidence du groupe UMP qui aiguise les appétits de Christian Jacob, Xavier Bertrand et Hervé Guémard. Et puis c'est comme un air de déjà-vu. Des milliers de manifestants occupent à nouveau la place Tahrir pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un coup constitutionnel des militaires qui se sont octroyés récemment de larges pouvoirs tout en promettant de les remettre au prochain président. Mais à quel président? L'ancien Premier ministre Ahmed Shafik et le candidat des Frères musulmans revendiquent tous deux la victoire. En attendant l'officialisation des résultats, ce sera ce jeudi. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est donc une double bataille qui se déroule en ce moment même à l'Assemblée nationale. Il y a à droite une compétition pour la présidence du groupe UMP. On va en parler dans un instant, mais d'abord, évoquons la course à un poste très convoité, le perchoir. Claude Barthelone, Elisabeth Guigou et Jean Glavany sont officiellement candidats à la présidence du Palais Bourbon. Un nom est également cité, celui de la ministre Maryllise Lebranchu, qui ne s'est pas intéressée à ce poste. On voit tous les détails avec Julie Hulin. Un perchoir très convoité. Lundi, ils étaient 2 candidats déclarés à la présidence de l'Assemblée nationale, Jean Glavany et Claude Barthelone. Et puis, Elisabeth Guigou s'est invitée dans la bataille. Mais depuis aujourd'hui, c'est finalement le nom d'une autre femme qui circule avec insistance dans les couloirs du Palais Bourbon, celui de Maryllise Lebranchu. L'Élysée et Matignon penchent clairement pour le choix d'une femme, une volonté du goût de la première secrétaire du PS, grande amie de la ministre. J'ai toujours dit que des femmes partout, il fallait en mettre. Voilà, au perchoir comme ailleurs. Maintenant, nous verrons. Voilà. Seulement, malgré les pressions exercées, notamment par Jean-Marc Ayrault, la ministre de la fonction publique ne semble pas prête à quitter le gouvernement. J'ai eu Maryllise Lebranchu il y a à peine une demi-heure qui m'a personnellement confirmé qu'elle n'était pas candidate. C'est irrévocable. Écoutez, j'ai l'impression qu'elle a pris sa décision. En 2007, Maryllise Lebranchu avait disputé la bataille contre Bernard Accoyer pour décrocher cette présidence de l'Assemblée. Il faudra attendre jeudi pour savoir qui le PS désignera comme candidat. Et je vous le disais, à droite aussi, on cherche un président. Un président pour le groupe UMP à l'Assemblée nationale. Christian Jacob, Hervé Guémard et Xavier Bertrand sont sur les rangs. Et c'est une bataille qui s'apparente à la première manche du duel Fillon-Copé pour le contrôle de l'ensemble du parti, dont le congrès, je vous le rappelle, est prévu à l'automne prochain. Les détails avec Jérôme Rabier. C'est le premier round du match Copé-Fillon qui se cache derrière le duel pour prendre la présidence du groupe UMP à l'Assemblée nationale. La défaite aux législatives à peine passée, Xavier Bertrand réclame du changement et se propose de diriger les troupes UMP au Palais Bourbon. Il y a aujourd'hui une nouvelle donne politique et je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un changement. Pour ce groupe UMP, la majorité, l'opposition, c'est pas la même chose. Soutenu par François Fillon, il compte ravir la place à Christian Jacob, fidèle lieutenant de Jean-François Copé à qui il avait succédé à la tête du groupe dans l'hémicycle. Mais pas question de s'effacer ni de renier ses amitiés avec l'actuel patron du parti. Mon parcours, il est connu de tous, il est jalonné de liens d'amitié et ceux avec Jean-François sont connus. Au-delà de ça, lorsqu'on est président du groupe, on est à 100% disponible pour le groupe et le groupe est à 100% disponible pour les députés. Le secrétaire général de l'UMP a d'ailleurs passé une bonne partie de la journée dans les couloirs de l'Assemblée, preuve que la bataille à mener y est cruciale. Coup de fil, poignée de main, tout est bon pour convaincre les députés.
Face à ces deux têtes d'affiche, Hervé Guémard ou encore Jean Leonetti tenteront de faire entendre une musique différente, teintée d'humanisme. Réponse demain à 11 h à l'Assemblée, où les débats promettent d'être mouvementés. Yannick Noah et Guy Forget étaient au Sénat ce matin pour répondre aux questions de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux. Les anciens capitaines et vainqueurs de la Coupe Davis ont été interrogés sur une pratique très en cours chez les tennismen. Il s'agit de l'exil fiscal. Yannick Noah étant d'ailleurs toujours en conflit avec Bercy pour un séjour prolongé en Suisse. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Un double de prestige aujourd'hui au Sénat. Guy Forget et Yannick Noah devant la commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Tous les regards étaient braqués sur l'ancien vainqueur de Roland-Garros, en délicatesse avec le fisc depuis 15 ans. Des échanges de fonds de cours où jamais le chouchou des Français n'a perdu son franc-parler. Je gagne mon argent ici grâce au public français. Donc il me semble normal de partager avec le public français. Est-ce que si demain je vais faire 50 concerts aux États-Unis et que je gagne 50 fois ce que je gagne ici, parce que tout est multiplié par 50, est-ce que j'aurai envie de revenir payer mes impôts ici? Certainement pas. Plusieurs tennismen de l'équipe de France vivent en Suisse, souvent accusés de fuir l'impôt. Guy Forget monte au filet pour défendre les joueurs. L'ancien capitaine de l'équipe de France, lui-même résident helvétique, rappelle que même si la majorité de leur rémunération provient de l'étranger, ils payent des impôts sur leurs gains en France. Une carrière de joueur de tennis est finalement assez courte, sachant qu'il passe 8 mois par an souvent à l'étranger. Certains choisissent justement de s'exiler fiscalement pour optimiser ces 8 années-là. Yannick Noah est revenu sur ses 3 ans d'exil suisse qu'il explique par la peur du lendemain. Une attitude qui pourrait inspirer des mesures dans le futur rapport. Je pense qu'il faudrait imaginer effectivement un système particulier pour ceux dont la carrière est courte, notamment les sportifs. Imaginer un lissage des revenus peut-être sur l'ensemble d'une vie. C'est-à-dire qu'à l'époque, on gagnerait beaucoup d'argent, on cotiserait à un fonds, une caisse. La commission rendra son rapport mi-juillet. Elle aura auditionné plus de 100 personnes depuis son lancement en janvier. Et c'est un échange aigre-doux entre François Hollande et David Cameron au sommet du G20 au Mexique, tandis que le Premier ministre britannique s'est dit prêt à accueillir les entreprises qui fuiraient l'impôt en France en leur déroulant même le tapis rouge. Le président français n'a pas du tout apprécié l'humour anglais. Il rétorque aujourd'hui que chacun doit être responsable de ce qu'il dit et il appelle à la cohésion des Européens. Mais au-delà de cette boutade britannique, à quoi doivent s'attendre les entreprises françaises en termes de fiscalité? On parle de ce sujet et d'autres avec notre invité politique ce soir, c'est le sénateur Jean Arthuis, président de l'Alliance centriste. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes connu pour vos analyses tranchées dans le domaine de la fiscalité. J'ai bien raison. Une bonne présentation. Vous nous direz ce que vous pensez de ce qu'a dit David Cameron. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Justement Jean-Louis, est-ce une boutade, de l'humour ou le fond de sa pensée? Quoi qu'il en soit, le Premier ministre britannique a mis les pieds dans le plat en attirant vers lui, les bras grands ouverts, les entreprises françaises, les entreprises tricolores. Il dit le fond de sa pensée? Il fait surtout de la politique. Alors d'abord, il faut signaler que c'est la deuxième fois en une semaine que la France se fait tacler par un ministre ou un Premier ministre étranger sur une mesure qu'elle vient de prendre. Par exemple, la semaine dernière, M. Schäuble a dit que le retour partiel de la retraite à 60 ans n'était pas conforme aux accords que la France avait signés avec les autres pays européens, ce qui, de mon point de vue, est inexact. Le seul accord, c'est de faire 3% l'année prochaine, et à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Mais enfin, on s'est fait tacler. Et puis là, voilà M. Cameron qui monte au créneau, effectivement, et qui fait allusion à la tranche d'impôt qui est en réflexion pour le moment, parce qu'elle ne sera pas appliquée, en tout cas pour l'année 2013, certainement pas pour 2012 et sans doute pas pour l'année 2013, à 75%. Et il fait de la politique parce que lui aussi, il a un problème fiscal vis-à-vis de son opinion. D'abord, effectivement, il flatte son électorat qui a quelque part un peu d'ironie sur la fiscalité française considérée comme trop élevée. Généralement, c'est une opinion admise. Et puis aussi vis-à-vis de gens de son opposition, car il est fort critiqué pour lui avoir baissé l'impôt sur le revenu en Royaume-Uni, qui jusqu'à l'année prochaine est à 50%. Nous serons à 45% l'année prochaine. Après, il va revenir à 45% et en 2014, il sera à 40%. Et ceci a été
très critiqué. Et en plus, la baisse des impôts sur les entreprises qui va passer en 2015 à 23%, c'est-à-dire 10 points de différence avec la France, qui est fort critiquée par une partie de l'opinion britannique. Alors, il y a un problème politique et puis effectivement, il y a un différentiel fiscal qui se creuse. Jean Arthuis, votre réaction sur cette sortie britannique? Ça n'est pas très diplomatique, mais ça traduit une réalité. Les États européens, pour la plupart, sont en difficulté. Ils ne parviennent pas à équilibrer leurs dépenses publiques par des recettes publiques. Et la tentation est forte d'attirer sur son territoire la matière imposable pour équilibrer les comptes publics. Ce qui est sûr, c'est que la proposition du candidat François Hollande a eu un impact au moment de la campagne, taxé à 75%. La question est de savoir si c'est très réaliste. Vous croyez que le président Hollande ne va plus suivre le candidat Hollande ? Est-ce que le président Hollande va tenir les promesses, les engagements ? En tous les cas, on parle de nouvelles taxes. Il y a les dividendes qui seraient ciblés. Le gouvernement préparait... Mais je reviens un instant sur les 75%. Oui. Parce qu'il faut ajouter aux 75% d'impôt sur le revenu les 15,5% de prélèvements sociaux. Ça veut dire qu'on est à 90,5%. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? C'est confiscatoire? Auquel il faudra ajouter la contribution au titre de l'ISF rétabli, 1,8%. On est au-delà de la confiscation. Je pense qu'il peut y avoir un problème constitutionnel, en effet. Et je doute que le gouvernement puisse mettre en œuvre de telles dispositions. Nous sommes dans un espace européen, nous sommes dans un espace mondial, et il est clair, malheureusement, mais c'est ainsi, qu'un certain nombre de contribuables font de l'optimisation et ont une vraie... Dans un contexte de mondialisation, vous dites que les socialistes n'ont pas compris les défis qui sont face à eux? Je pense que les socialistes se racontent encore un peu des histoires et qu'il va falloir sortir du déni de réalité. Revenons à ces nouvelles taxes. Je le disais, les dividendes qui seraient ciblés. Le gouvernement prépare une taxe de 3%, impôt payé par les entreprises à la source. Mais faut-il aller jusqu'à parler, et je le dis entre guillemets, d'inquiétude immense, d'étranglement programmé, de moments historiques? Ces mots sont de Laurence Parisot. On en est là? Il faut éviter tous les excès de langage, naturellement. Mais ce que j'attends du gouvernement, c'est qu'il donne un cap, qu'il y ait une vision, une cohérence. Et s'il s'agit d'appliquer 3% ici et puis 4% là, on va rester dans cette espèce d'arsenal fiscal illisible, incompréhensible, qui dure depuis longtemps, même sous la droite, n'est-ce pas? Et je ne vais pas défendre ce qui s'est fait depuis 5 ans. Je pense que nous sommes allés jusqu'au bout du bout de mauvaises pratiques, incompréhensibles, illisibles. Le vrai sujet, les deux vrais sujets, les trois vrais sujets, c'est la compétitivité de l'économie. D'abord, pour faire de la croissance. Or, je ne vois rien venir. Mais comment ça? François Hollande, attendez, regardez Jean Arthuis. François Hollande, il parle de compétitivité. D'abord, il a souvent dit pendant sa campagne que la compétitivité n'avait cessé de se dégrader sous l'ancienne présidence. Vous me direz si c'est le cas, mais il propose un pacte de confiance entre les entreprises, l'État et les partenaires sociaux pour faire redémarrer, pour faire repartir cette compétitivité. Le vocabulaire est excellent. On est dans le discours convenu. On a exalté la consommation. La consommation, c'est le moteur de la croissance. Mais dans une économie globalisée, dès lors qu'on a des lois contraignantes sur le travail, dès lors qu'on finance la protection sociale par des cotisations qui s'ajoutent au coût du travail, dès lors que l'on taxe la production pour flatter le consommateur, on va produire ailleurs. Observez ce qui se fait dans l'automobile, observez ce qui se fait dans très nombreux secteurs. Nous sommes à la veille, je le redoute, de mise en dépôt de bilan d'un certain nombre d'entreprises industrielles. Et dépôt de bilan jusque-là? Oui, je ne serais pas... Je redoute. Donc vous tirez la sonnette d'alarme. Oui, je tire la sonnette d'alarme. Nous risquons de subir une nouvelle vague de désindustrialisation assez irréversible. Donc c'est cela qu'il faut prévenir. Et donc nous avons besoin sans doute d'un nouveau dialogue social au sein de l'entreprise, marqué par des considérations prospectives, comment aller de l'avant pour développer l'entreprise, pour créer de l'emploi, pour améliorer le pouvoir d'achat, et non pas une vision marquée par le statut de la fonction publique.
Il y a deux problèmes. Il y a le problème du taux de prélèvement, sur les entreprises notamment. Il y a le problème de la clarté, de la vision. Ça n'est pas lisible. C'est deux choses. Et c'est vrai que, par exemple, si vous regardez le code fiscal britannique, il est aussi compliqué que le nôtre. Il fait 11 000 pages, à peu près comme le nôtre. C'est absolument... Mais ils ont mis en place, Cameron a mis en place une commission de simplification du système. En France, ça n'existe pas. Donc les gens ne savent pas où ils vont, et je pense que ça, c'est un problème. Alors que le prélèvement fiscal est évidemment un problème. Mais si vous regardez Yahoo, par exemple, a quitté Londres pour se mettre au Luxembourg en estimant qu'il paye trop d'impôts. McDonald's vient de s'installer à Genève. Donc tout le monde estime qu'il paye. Sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Jean-Arthur. Oui, 4 milliards 500 millions aux Bermudes. Donc voilà. Donc pour échapper à l'impôt. Donc tout le monde trouve qu'il paie où qu'il soit. Par exemple, les gens veulent s'installer en Belgique. Attention, en Belgique, mais le déficit public est tel que les avantages fiscaux vont être vite remis en cause. Mais si l'Europe commençait à exister... Qu'est-ce qui fait bon vivre, Jean-Louis, vous nous direz. Alors justement, le problème, c'est une clarté fiscale à mettre en place qui n'existe pas. Par exemple, on sort une taxe de 3% sur les dividendes totalement inattendue, totalement qui n'était pas dans le illisible, programme, qu'on ne comprend pas bien. Et donc, c'est plutôt vers cette... C'est des recettes de poche et c'est un côté miséreux. Jean-Arthur, le peu de croissance que nous avons a quasiment disparu, malheureusement. Oui. Il y a 10 milliards. Ça veut dire qu'il va manquer 10 milliards. Alors, à trouver pour la fin de l'année, le gouvernement veut donc s'attaquer aux impôts. Est-ce que, selon vous, en s'attaquant aux impôts, et seulement aux impôts, disent-ils, est-ce qu'ils peuvent atteindre l'objectif de déficit, comme ils l'ont promis, de 3% pour 2013 Sans doute, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il y a deux préoccupations. Il faut à la fois de la compétitivité pour améliorer la croissance, créer de l'emploi et du pouvoir d'achat. Il faut assainir les finances publiques. Donc, dans le cas particulier, on se préoccupe de l'impôt. Oui. On revient à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à 18 ou 19 ans, moyennant quoi on va instituer des cotisations sur les salaires qui vont nous faire perdre du travail et qui vont entraîner des délocalisations. On va revenir sur la TVA sociale qui était symbolique, mais qui reste quand même une vraie orientation. Mais la gauche dit qu'elle pèse sur les classes moyennes, parce qu'elle est partagée partout, cette TVA sociale. Je voudrais qu'on ait enfin un vrai débat. On en a parlé souvent ici, sans doute d'une manière trop lapidaire. Je reviendrai pour parler exclusivement de cela, parce qu'on se raconte des histoires. De Pierre Moscovici à Michel Sapin, Jean-Louis, en passant par Jean-Marc Ayrault, ils le répètent tous, ils tiendront cette promesse pour 2013 de réduction des déficits. C'est qu'ils ont un plan cohérent. Mais si ça consiste à entraîner une strangulation de l'économie, méfions-nous. Par ailleurs, en 2013, nous devons tenir l'objectif de 3% de déficit. Pour cela, il faudra trouver 30 milliards, peut-être même 40. Parce que la croissance en 2013 sera très en deçà de ce que M. Hollande avait imaginé. Parce que les dépenses publiques réduites n'ont pas été détaillées. Le FMI, comme la Commission européenne, conteste les positions françaises. Tout cela reste extrêmement vague. Et on a un État prescripteur qui, jusque par le menu, est dans une hystérie normative qui crée de la dépense publique ou bien qui freine la compétitivité des entreprises. Vous tirez la sonnette d'alarme, vous l'aviez fait déjà sous la droite. Ça, je crois que c'est mon devoir. Je n'ai qu'une envie. Je n'ai qu'une envie, c'est que nous sortions de cette crise. Et pour en sortir, sortons du déni de réalité. Alors, vous êtes très à l'aise sur les questions économiques. Je vais vous poser aussi 2 questions politiques sur lesquelles vous allez être très à l'aise et sans langue de bois. Jean-Louis Borloo, le président des Radicaux, va créer un groupe à l'Assemblée. Et de manière générale, il appelle dans ce mouvement la droite humaniste et le centre droit. Pourriez-vous le rejoindre ? Il est évident que nous devons reconstituer cette famille. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Libérale. Mais non, mais depuis... Nous avons une malédiction. Mais vous ne désespérez pas de ce rêve, de cette utopie de refonder cette famille centriste qui, il faut le dire aujourd'hui... Non, parce que je crois qu'elle a sa place sur l'échiquier politique français. Mais où ? Au centre droit. Au centre droit. Donc vous avez apporté une réponse. Ah oui, non, mais alors, est-ce que c'est M. Borloo qui doit être le président ? J'en sais rien. Ce que je crois, c'est qu'il faut travailler le fond. Parce que lorsque j'écoute les uns et les autres, on reste dans un verbiage qui n'est pas de nature à tracer le chemin. Je ne perçois pas encore la vision et la cohérence des propositions. Ce que nous allons devoir... Et pourtant, il y a une présidentielle qui est passée par là. Hein. On a eu le temps de développer les programmes. Permettez-moi de vous dire que la théâtralisation a été parfaite. Mais on n'a pas évoqué les vraies questions. Les vrais sujets, c'était quoi? C'était le tweet de Madame X ou de Monsieur Y. C'était des sujets frivoles, en définitive. Mais
À quel moment a-t-on parlé véritablement des enjeux de compétitivité, des enjeux d'assainissement de finances publiques et des enjeux... François Bayrou n'a cessé de parler, entre guillemets, juste pendant cette campagne présidentielle. Regardez où est-ce qu'il en est d'ailleurs. Le diagnostic était juste, mais les propositions restaient vagues. Et la conséquence, c'est une fin de partie pour François Bayrou. Vague. Je crois qu'il a été jusqu'au bout d'une logique d'hypercentre et la démonstration est faite que nous sommes dans une bipolarisation et que vient un moment et il faut choisir son camp. Vous le reconnaissez et vous êtes centre droit. Oui, c'est clair. Absolument. Merci je revendique cette place, c'est celle qu'occupait naguère l'UDF. Et je me suis beaucoup déplacé un retour aux sources, ces 3 dernières semaines et j'ai pu vérifier qu'il y avait une attente très forte d'offres politiques au centre droit. Merci beaucoup Jean-Arthus d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis pour votre analyse. La dernière page de 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Nicolas Sarkozy profite de son nouveau statut. Il a siégé ce matin pour la première fois au Conseil constitutionnel. C'est un droit donné aux anciens présidents de la République qui deviennent d'office, après leur mandat, membres de droit de la haute institution. Entouré des autres sages, il a donc participé à l'examen de 2 questions prioritaires de constitutionnalité. L'une sur le droit au mariage des majeurs sous curatelle, l'autre sur le statut des Algériens et la nationalité française. Absence de contrôle, aucune exigence de résultat, zone d'ombre sur les moyens mobilisés. Les agences de notation ne sortent pas indemnes du rapport sénatorial qui leur était consacré. En effet, les sénateurs estiment que les 3 grandes institutions privées ont trop d'influence et des jugements contestables. Pour remédier à ces problèmes, le rapport propose plusieurs solutions, notamment la création d'une nouvelle agence de notation privée et européenne. Je crois qu'il y a aussi d'autres alternatives possibles, donc il faut réduire en tout cas l'importance des agences de notation aujourd'hui et mettre beaucoup plus de transparence dans tout ça. Des négociations internationales sont engagées pour réformer ce système de notation, mais l'entreprise s'avère délicate. Finalement, le Front de gauche aura son groupe à l'Assemblée nationale. Pourtant, ce n'était pas gagné. Avec ses 10 élus aux législatives, le parti de Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas former de groupe, car selon la règle, il faut au minimum 15 députés. Mais une solution a été trouvée. Les communistes vont s'associer avec des élus d'outre-mer pour atteindre le seuil demandé. Le député communiste du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, devrait le présider. Président de gauche avec une Assemblée nationale et un Sénat à gauche, dur pour François Hollande de concentrer tous les pouvoirs. Heureusement, ça m'a mise à quelques exceptions. Des milliers d'Égyptiens dans les rues du Caire ce soir pour protester contre le pouvoir militaire et dénoncer un coup d'État constitutionnel. On attend toujours les résultats de l'élection présidentielle, mais pour les manifestants, cela ne changera pas grand-chose, car les militaires ont fait en sorte de prendre les commandes du pays. S'ils ont promis de remettre l'exécutif au futur président, ils garderont le pouvoir législatif grâce à la dissolution de l'Assemblée décidée samedi dernier. En pratique donc, le prochain président n'aura pas de pouvoir. La situation égyptienne, on en parle avec notre invité, Charles Saint-Pro. Bonsoir Charles. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques. On l'a vu, les manifestants protestent contre la reprise en main du pouvoir par l'armée, qui promet toutefois ensuite de le remettre au prochain président. Il faut lui faire confiance, l'armée, quand elle prend le pouvoir. Nous sommes dans une situation un peu chaotique. La Cour constitutionnelle a validé les législatives, il n'y a donc plus de constituantes. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'armée a fait adopter une déclaration constitutionnelle qui est une sorte de mini-constitution qui lui confère un certain nombre de pouvoirs, et même beaucoup de pouvoirs. Ce qui fait que si le prochain président est frère musulman, ce qui semble être le cas, Morsi devrait faire 51-52%, eh bien, il sera dans une présidence vidée de beaucoup de ses pouvoirs et sous le contrôle militaire. On va dans une période d'instabilité qui est incroyable, parce qu'on entre dans une bataille de tranchées entre les frères musulmans, si leur résultat est officialisé jeudi, et l'armée. Bien, en fait, ces deux forces qui sont un peu pour beaucoup d'Égyptiens l'enclume et le marteau sont appelées effectivement à une partie de bras de fer. En fait, on est un peu dans la situation où a été la Turquie pendant des années. C'est-à-dire que l'armée casse les élections qui lui déplaisent ou les oriente de façon à conserver les rênes du pouvoir. Mais ce qu'il faut bien voir,
c'est que bien sûr, il y a des gens tout de suite sur la place Tahrir qui manifestent, mais il n'est pas évident que toute la population égyptienne soit hostile à l'attitude de l'armée, car beaucoup d'Égyptiens redoutent les frères musulmans, le pouvoir des frères musulmans. Il ne faut pas oublier non plus qu'aux élections, le candidat nassérien, qui représente une option, qui est ni frères musulmans, ni régime post-néo-Moubarak, a fait 25%. Et puis, sans doute que si on avait laissé sa chance à Baradaï, qui était un homme de classe, l'Égypte aurait peut-être... Bon. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a deux Égyptes qui se confrontent. Une Égypte qui est plutôt frères musulmans ou qui s'accommoderait des frères musulmans, mais une autre Égypte et qui est peut-être dans la rue, une partie, oui, peut-être aussi, et une grande partie de l'Égypte qui se dit, l'armée, c'est peut-être la stabilité, c'est peut-être aussi un certain nombre de garanties. Alors Charles Saint-Pro, on apprend ce soir que l'état de santé de l'ancien Raïs Moubarak s'est détérioré. À l'instant, on apprend qu'il a été victime d'une attaque cérébrale. Si jeudi, les résultats des urnes confirment sont en faveur des frères musulmans, il pourrait être rejugé, Moubarak, et condamné plus lourdement, c'est-à-dire qu'on arrive au bout, c'est la peine de mort? Oui, je pense pas, parce que de toute façon, l'armée, comme je viens de le dire, a pris des pouvoirs assez considérables. Et puis, je crois que le problème de Moubarak n'est plus celui de l'Égypte. Moubarak, c'est vraiment le passé, la page s'est tournée. Maintenant, c'est de savoir si l'Égypte va avoir une évolution à la Turquie. Je parle de la Turquie d'avant, pas de la Turquie d'aujourd'hui, où l'armée continue à contrôler les affaires, ou est-ce que ça va dégénérer. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est l'attitude des Américains qui, à la différence de ce qui se passait en Turquie jadis, ne soutient pas ouvertement ou ne soutient pas du tout l'armée. Ils ont même condamné l'attitude de l'armée, et ça, c'est très intéressant, parce qu'on se demande quelle est l'attitude des Américains, ou qu'est-ce que les frères musulmans ont donné en échange aux Américains pour qu'ils aient cette attitude? On sait très bien ce qu'ils ont donné en échange. S'ils ont donné quelque chose en échange, c'est des garanties pour ce qui concerne Israël. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que ces prétendus printemps arabes ont conduit souvent au chaos, au désordre, et qu'ils n'ont pas, pour l'instant, apporté grand-chose au peuple concerné. Est-ce qu'on peut être optimiste en pensant que c'est une étape, peut-être un passage obligé avant la lumière? Constatons le chaos et constatons que des pays qui ont fait d'autres choix, je pense par exemple au Maroc, où il y a une évolution dans la tranquillité, une évolution qui s'est faite sous la direction du roi depuis une dizaine d'années, eh bien ne connaissent pas ces soubresauts qui sont très inquiétants, aussi bien pour l'Égypte, parce qu'on ne sait pas du tout si ça peut pas finir en guerre civile, mais regardez ce qui se passe en Tunisie, regardez ce qui se passe en Libye. Donc la période post-printemps arabe n'est pas du tout printanière. En tous les cas, c'est une instabilité. Pour terminer, puisque vous avez parlé de la Tunisie et la fois dernière, je recevais Malek Chebel, on a aussi parlé de la situation économique. La situation économique en Égypte, elle est quasi catastrophique, puisque de toute façon le tourisme est au point mort, et pour cause. Les revenus des Égyptiens de l'étranger, qui sont très importants, sont moindres parce qu'il y a une crise internationale. L'économie est au ralenti, et c'est aussi un gros problème. Il y a tout de même 88 millions d'Égyptiens à nourrir chaque jour, et le vrai problème, c'est celui-là. Le régime qui garantira du pain à tous les Égyptiens sera celui qui sera légitime en réalité. Ce que demandaient d'ailleurs les jeunes Place Tahrir ou aussi en Tunisie, plus de liberté et aussi le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus difficile que les slogans. C'est le grand défi probablement. Merci beaucoup Charles Saint-Pro d'avoir été notre invité. Je vous dis à bientôt. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivi tout de suite votre émission politique Preuve par 3 et je vous dis à demain avec plaisir. Bonsoir à tous. 3 invités ce soir, 3 invités dans Preuve par 3 qui ont fait leurs preuves lors des élections législatives. 3 élus, effectivement. D'abord,
Eh bien, celui qu'on appelle le tombeur de Claude Guéant. Thierry Solaire, bonsoir. Bonsoir. Vous préférez peut-être l'autre qualificatif qu'on vous prête, le missile solaire. Hein. C'est vous qui me l'avez soufflé juste avant cette émission. C'est un de vos confrères qui a écrit ça, voilà. Ah, voilà. Ensuite, le socialiste Olivier Faure sera avec nous, très proche de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Enfin, le vert Sergio Corrodano qui a séduit les Français d'Amérique latine, sa terre d'origine. Voici donc nos trois invités que nous recevons donc avec Samir Tounsi de l'agence France Presse. Bonsoir Samir. Bonsoir. Et Perrine Tarnaud de Public Sénat. Et avec vos interventions et vos questions par le biais de l'application TV Check de notre partenaire Orange. Et donc d'abord le député Thierry Solaire. Bonsoir à nouveau. Alors, tombeur de l'ancien homme fort de la Sarkozy, est-ce que c'est un titre de gloire pour vous? Non, pas du tout. Moi, je crois que les habitants de Boulogne ont choisi leur député et qu'on est élu, un député, on n'est pas nommé. Bien sûr. Et c'est ça que ça veut dire. D'accord, mais je parlais de vous, pas moins des électeurs. Là. Non, vous mais l'avez moi, vaincu alors. Vous pensiez que le combat était accessible dès le départ? Moi, c'était le calcul que j'avais fait, le raisonnement que j'avez fait. Et si je suis content, c'est que les Boulonnais ont compris le sens de ma candidature. Et encore une fois, je crois que les électeurs ne sont pas des machines à voter pour des formations politiques. Ce n'est pas les partis qui font gagner les candidats, c'est les candidats qui amènent des victoires à leur formation politique. D'accord, même si l'image de votre parti, vous l'avez utilisée, on y reviendra un peu plus tard. Perrine. Alors, sur votre analyse de l'échec de Claude Guéant à Boulogne, comment vous Trois l'expliquez? raisons. La première, c'est qu'il a été parachuté et que je crois que ce sont vraiment les parachutages des pratiques qui ne fonctionnent plus. On l'a vu à Boulogne, on l'a vu à La Rochelle, on l'a vu dans les Vosges, c'est des pratiques d'un autre âge. La deuxième raison, c'est c'est le Falorni de Boulogne-Billancourt, vous. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a une dimension commune, bien sûr. Deuxième raison, c'est le positionnement politique Dimension de commune, Claude ça Guéant. veut dire que vous avez été aussi élu avec des voix de la gauche? Non, mais Comme on lui a est été élu par les avec des habitants voix de la droite. d'un territoire. Au premier tour, les habitants, c'est toujours été comme ça. On fait tous comme ça en tant qu'électeurs. On choisit, et au second tour, on élimine, bien sûr. Et donc après, il n'y a pas des bonnes voix et des mauvaises voix. Moi, il y a des Boulonnais qui ont voté pour moi au premier tour, et il y a des Boulonnais qui ont voté pour moi au second tour. Il y en a qui avaient voté Guéant, qui avaient au premier tour, qui ont voté pour moi derrière. Il y a sûrement des gens qui ont voté socialiste. Alors, les deux autres raisons que vous vouliez mettre en avant. La deuxième raison, c'est le positionnement politique de Claude Guéant, qui a incarné peut-être trop souvent des clins d'œil au Front National. Et dans la ville qui est la mienne, à Boulogne-Billancourt, on aime une droite qui est une droite républicaine, qui est tournée surtout sur les problématiques économiques. Et puis la troisième. Aussi. C'est une ville de centre-droit. Ça a été Jean-Pierre Fourcade pendant des années quand on a été le maire. Moi-même, je suis issu de l'UDF. On a adhéré tous à l'UMP, qui a été le regroupement du RPR et de l'UDF. Et puis après, une troisième raison très locale, qu'il a le soutien du maire de la ville, et que le maire de la ville, il est assez récusé parce qu'il a beaucoup d'opérations immobilières qui ne plaisent pas aux gens. Ah, c'est-à-dire? Soyez spécifique là, parce qu'on aimerait comprendre. Bon, alors, des opérations immobilières dans les Hauts-de-Seine. Le maire de Boulogne-Billancourt s'est fait élire en disant qu'il allait dédensifier la ville pour que ça soit agréable le cadre de vie, et il veut faire des tours de bureaux de 120 mètres de haut partout, notamment sur l'île Seguin. Vous voyez, donc il y a son soutien à peser pour Claude Guéant. Voilà, pour les raisons locales. Aujourd'hui, donc, vous avez été exclu de l'UMP à un moment. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de groupe à l'Assemblée nationale. Vous êtes là aussi le Falorni de l'UMP. La suite logique de cette dynamique des parachutages que les partis politiques devraient arrêter, c'est que quand on parachute quelqu'un, on exclut le candidat local. Moi, je suis UMP de toujours. J'ai été pendant 9 ans le patron de l'UMP à Boulogne. J'ai été secrétaire national de l'UMP. Claude Guéant a demandé mon exclusion. Parce que c'était lui le candidat, et j'ai été exclu. Aujourd'hui, vous êtes réintégré? J'ai fait un recours de cette exclusion, donc le recours n'a pas été jugé. En tout cas, j'ai vu Christian Jacob, dès hier, à l'Assemblée nationale, le président actuel du groupe UMP, qui m'a demandé, bien évidemment, je lui ai dit oui, que j'intègre ce groupe UMP. Donc j'ai intégré le groupe UMP à l'Assemblée nationale. Vous guettez les marques de réintégration auprès des ténors de l'UMP, quand vous vous promenez d'ores et déjà à l'Assemblée nationale, une poignée de main de Xavier Bertrand par-ci, un échange avec Christian Jacob? Non, mais